Le matin se lève doucement sur Seth, avec cette lumière pâle et presque trompeuse qui donne l'illusion que tout peut recommencer, que les tensions de la veille peuvent s'effacer comme des traces sur le sable. Pourtant, derrière cette apparente tranquillité, plusieurs destins vacillent déjà, fragilisés par des décisions difficiles et des secrets trop lourds pour être portés seuls. Astrid, encore marquée par l'agression qu'elle a subie, tente de retrouver un semblant de normalité, mais son corps comme son esprit refusent de suivre ce rythme imposé. Chaque geste est ralenti, chaque respiration semble chargée d'un poids invisible. Dans la maison de Chloé, l'atmosphère est plus douce, presque protectrice. Astrid a tenu à préparer le petit déjeuner, comme pour remercier celle qui l'a accueillie sans poser de questions, malgré les tensions récentes. Ce geste, en apparence banal, est en réalité une tentative désespérée de reprendre le contrôle, de prouver qu'elle n'est pas uniquement une victime. Lorsqu'elle présente les assiettes avec un sourire fragile, ses yeux trahissent pourtant une fatigue profonde, un mélange de honte et de culpabilité qu'elle ne parvient pas à dissimuler complètement. Chloé, attentive comme toujours, perçoit immédiatement ce décalage entre l'effort et l'état réel d'Astrid. Elle ne dit rien d'abord, préférant observer, laisser le silence s'installer pour ne pas brusquer. Mais lorsqu'Astrid s'excuse pour son comportement de la veille, la voix légèrement tremblante, Chloé comprend que la blessure est plus profonde qu'elle ne l'imaginait. Ce n'est pas seulement la peur qui habite Astrid, mais quelque chose de plus ancien, de plus ancré, comme une cicatrice qui aurait été rouverte brutalement. En évoquant son fournisseur en ligne, Astrid tente de détourner la conversation, d'apporter une explication rationnelle à ce qui lui arrive. Mais ces mots manquent de conviction. Elle parle, mais semble ailleurs, comme si une partie d'elle-même restait coincée dans un souvenir qu'elle refuse d'affronter. Lorsque Chloé remarque la douleur dans son dos et propose de consulter un kiné, Astrid acquiesce sans vraiment réagir, laissant les décisions se prendre autour d'elle, incapable pour le moment de s'imposer. Pendant ce temps, au commissariat, l'ambiance est bien différente. L'énergie est tendue, presque électrique, alimentée par l'avancée de l'enquête menée par Sarah. Face à Tony Abraka, accusé de recel de contrefaçon, elle adopte une posture ferme, déterminée. Elle ne lui laisse aucune échappatoire, posant les faits avec une précision froide qui contraste avec le chaos émotionnel vécu par Astrid. Pour Sarah, chaque détail compte, chaque hésitation est un indice potentiel. Tony, pris au piège, finit par céder. Sous la pression, il livre un portrait robot de l'homme qui lui a vendu le sac. Ce moment marque un tournant discret mais décisif dans l'enquête. Ce n'est plus une simple hypothèse, mais une piste concrète, une silhouette qui commence à prendre forme dans l'esprit des enquêteurs. Sarah ne laisse rien transparaître de son excitation, mais au fond d'elle, elle sent que la vérité est proche, qu'il suffit encore de quelques éléments pour faire basculer toute l'affaire. En analysant les réseaux sociaux d'Astrid, Sarah et son équipe découvrent un visage qui correspond au portrait robot. Ce moment est suspendu, presque irréel. L'image apparaît à l'écran, banale en apparence, mais chargée d'une menace silencieuse. Cet homme, présent dans l'entourage d'Astrid, pourrait être celui qui a bouleversé sa vie. L'idée que le danger se trouvait si proche, presque accessible, renforce le sentiment d'urgence. Astrid est alors convoquée pour confirmer l'identité de cet individu. Cette perspective la confronte à ce qu'elle tente désespérément d'éviter. Car reconnaître cet homme, c'est aussi reconnaître ce qu'elle a vécu, mettre des mots sur une réalité qu'elle préfère enfouir. Et au-delà de la peur immédiate, il y a cette angoisse plus diffuse, plus insidieuse, celle de raviver un passé qu'elle n'a jamais réellement surmonté. Dans un tout autre registre, la vie continue pour les autres habitants de Seth, avec ses petits drames et ses légèretés. Sur le pare-brise de Swazik, un simple post-it suffit à faire naître un sourire. Quelques mots, accompagnés d'un petit cœur, viennent troubler son quotidien d'une manière inattendue. Mais derrière cette apparente douceur se cache déjà une confusion, un jeu de malentendus qui ne tardera pas à compliquer les choses. Lorsque Swazik appelle Bruno pour le remercier, convaincu qu'il est l'auteur du message, celui-ci nie immédiatement. Son refus, presque instinctif, révèle une forme de lâcheté mêlée à une peur du ridicule. Il a voulu faire un geste, mais n'assume pas les conséquences. Cette contradiction crée une situation absurde, où l'émotion sincère se transforme en source d'inquiétude. Sylvain, témoin indirect de cette situation, s'interroge avec un mélange d'ironie et de lucidité. Il envisage même que Swazik ait pu inventer cette histoire pour provoquer une réaction chez Bruno. Cette hypothèse, aussi farfelue qu'elle puisse paraître, reflète la complexité des relations humaines, où les intentions sont rarement aussi simples qu'elles en ont l'air. Pendant ce temps, dans l'univers plus léger des adolescents, Ellie se confie à Marceau à propos de son attirance pour une cliente. Ce moment, en apparence anodin,
révèle une autre facette de la vie à Seth, faite de premiers émois, de jeux de séduction et de négociations maladroites. Marceau, fidèle à lui-même, transforme cette confidence en opportunité, exigeant en échange des compliments auprès de Sophia. Cette dynamique crée une situation presque théâtrale, où chacun joue un rôle, parfois sans en mesurer les conséquences. Lorsqu'Ellie se met à vanter les mérites de Marceau auprès de Sophia, ces mots sonnent faux, trop appuyés pour être totalement crédibles. Sophia, loin d'être dupe, perçoit immédiatement l'intention derrière ce discours. Mais au-delà de cette mise en scène, il y a une réalité plus simple. Chacun cherche à être vu, reconnu, apprécié. Même dans ces échanges légers, une forme de vulnérabilité transparaît, rappelant que derrière les attitudes parfois arrogantes se cachent souvent des doutes et des attentes. Cependant, malgré ces moments de légèreté, l'ombre de l'affaire Astrid plane sur l'ensemble des événements. Chaque rire, chaque conversation semble légèrement décalée, comme si une tension invisible persistait en arrière-plan. Et au cœur de cette tension, Astrid avance à tâtons, oscillant entre le désir de tourner la page et l'impossibilité de le faire. Lorsqu'Audrey décide de l'accompagner au commissariat, ce geste simple prend une dimension particulière. Ce n'est pas seulement un soutien pratique, mais une preuve de solidarité, un rappel qu'Astrid n'est pas seule face à ce qu'elle traverse. Pourtant, même entourée, elle reste enfermée dans ses propres contradictions, incapable de faire pleinement confiance, même à ceux qui veulent l'aider. Ce qui se joue ici dépasse largement le cadre d'une simple enquête. C'est une confrontation entre le passé et le présent, entre la peur et la volonté de s'en libérer. Et à mesure que la vérité se rapproche, Astrid se retrouve face à un choix impossible, affronter ce qui l'a brisé ou continuer à fuir au risque de ne jamais se reconstruire. Dans ce fragile équilibre, chaque décision prend une importance démesurée. Et déjà, sans que personne ne s'en rende compte, les conséquences de ces choix commencent à se dessiner, prêtes à bouleverser bien plus que la vie d'Astrid seule. Au commissariat, l'atmosphère change imperceptiblement à mesure que l'enquête progresse, comme si chaque nouvel élément apportait avec lui un poids supplémentaire, difficile à ignorer. Astrid, installée face à Sarah, donne l'impression d'être physiquement présente mais intérieurement ailleurs, enfermée dans un espace mental où les souvenirs et les peurs se mélangent sans ordre. Son regard ne se fixe jamais vraiment, glissant d'un point à un autre, comme pour éviter de s'ancrer dans une réalité devenue trop lourde à porter. Lorsque Sarah prononce le nom de Gauthier Sénès, une tension presque invisible traverse le visage d'Astrid, un léger mouvement des épaules, un souffle retenu qui suffit à trahir ce que les mots ne disent pas encore. Ce nom n'est pas une découverte, mais une confirmation. Il vient donner une forme précise à une angoisse diffuse, à une présence qui, jusque-là, pouvait encore être niée ou minimisée. Sarah, fidèle à sa méthode, expose les faits avec une rigueur qui ne laisse que peu de place à l'interprétation. Les indices concordent, les témoignages se recoupent, et la figure de Gauthier s'impose progressivement comme une évidence. Pourtant, cette avancée logique ne produit pas l'effet attendu. Au lieu de soulager Astrid, elle semble accentuer son repli, comme si la vérité, en devenant concrète, devenait aussi plus menaçante. Peu à peu, Astrid accepte de revenir sur cette période de sa vie à Paris, mais son récit reste fragmenté, chargé d'une émotion qu'elle tente de contenir. Elle évoque les messages répétés, les appels incessants, cette impression d'être constamment observée sans jamais pouvoir en apporter la preuve. Ce harcèlement, d'abord insidieux, avait progressivement envahi son quotidien, transformant les gestes les plus simples en source d'angoisse. Elle se souvient de ces moments où le téléphone vibrait sans relâche, de ces nuits interrompues par des notifications qui ne laissaient aucun répit, de cette sensation de ne plus être seule, même dans l'intimité de son propre espace. Ce climat de pression permanente avait fini par altérer sa perception du réel, la poussant à douter d'elle-même, à minimiser ce qu'elle vivait pour ne pas sombrer complètement. Ce qu'elle décrit n'est pas seulement un enchaînement de faits, mais une lente érosion de sa sécurité intérieure. Et aujourd'hui, en se retrouvant confrontée à Gauthier dans un contexte encore plus violent, ce passé ressurgit avec une intensité intacte, comme s'il n'avait jamais réellement disparu. Sarah comprend que la situation dépasse le cadre classique d'une plainte. Elle insiste pourtant, consciente que renoncer maintenant reviendrait à laisser Gauthier libre de recommencer, avec Astrid ou avec quelqu'un d'autre. Mais face à elle, Astrid ne réagit pas comme une victime cherchant justice, mais comme quelqu'un cherchant avant tout à éviter un nouveau traumatisme. Lorsqu'elle annonce qu'elle souhaite retirer sa plainte, la décision ne semble pas impulsive mais profondément ancrée dans un mécanisme de protection. Il ne s'agit pas d'un manque de courage, mais d'une stratégie de survie, construite au fil du temps. En choisissant de ne pas aller plus loin, elle espère reprendre le contrôle, réduire le risque, faire disparaître la menace en la rendant invisible.
Audrey, présente à ses côtés, perçoit immédiatement le danger de ce choix. Pour elle, cette décision revient à abandonner le terrain, à laisser l'agresseur dicter les règles. Elle tente de raisonner Astrid, de lui faire comprendre que le silence ne protège pas, qu'il enferme au contraire dans une spirale où la peur prend toute la place. Mais les mots se heurtent à une barrière invisible. Astrid, malgré son apparente détermination, reste prisonnière d'une logique qui lui échappe en partie. Elle ne raisonne pas en termes de justice ou de conséquences à long terme, mais en termes d'urgence immédiate. Éviter de provoquer, éviter d'attirer l'attention, éviter de réveiller quelque chose qui pourrait devenir incontrôlable. Cette peur, difficile à formuler, s'impose comme une évidence intérieure. Pendant que cette décision se dessine, la vie continue ailleurs à Sète, avec ses dynamiques plus légères mais non moins révélatrices. Bruno, confronté à Sylvain, finit par reconnaître qu'il est à l'origine du message laissé à Soisic. Cette confession, loin de résoudre la situation, met en lumière son incapacité à assumer ses propres élans. Il a agi sous l'impulsion d'un désir sincère, mais n'a pas su en porter les conséquences. Ce décalage crée une situation ambiguë, où un geste tendre se transforme en source d'inquiétude. Soisic, persuadé d'être la cible d'un inconnu, glisse progressivement vers une interprétation plus sombre de la situation. Ce malentendu, presque anodin au départ, illustre la manière dont les intentions peuvent être déformées par le manque de communication et la peur. Dans un registre différent, Sophia s'apprête à vivre un moment important, marqué par une certaine excitation mêlée d'appréhension. Son choix de fréquenter un homme plus âgé n'est pas anodin. Il traduit une recherche de stabilité, une volonté de se confronter à une forme de maturité qu'elle associe à la sécurité. Ce choix, cependant, ne fait pas l'unanimité dans son entourage. Ellie observe cette évolution avec une curiosité sincère, tentant de comprendre les motivations de Sophia, tandis que Marceau réagit avec une forme d'incompréhension teintée d'orgueil. Pour lui, ce choix remet en question des évidences qu'il croyait acquises, notamment l'idée que la jeunesse et le charme suffisent à séduire. Ces interactions, bien que plus légères, mettent en évidence des attentes différentes, des manières distinctes d'appréhender les relations et le désir. Elles offrent un contraste avec la gravité de la situation d'Astrid, tout en soulignant une constante. Chacun, à sa manière, cherche à trouver un équilibre entre ses émotions et la réalité qui l'entoure. C'est cependant la rencontre entre Chloé et Victoire qui vient profondément modifier la dynamique de la journée. Leur face-à-face, après 20 années de séparation, porte en lui une charge émotionnelle difficile à ignorer. Ce n'est pas seulement une surprise, mais un retour du passé sous une forme inattendue. Victoire, derrière son sourire, laisse transparaître une émotion plus complexe, faite de nostalgie mais aussi d'une tension contenue. Cette rencontre ravive des souvenirs qu'elle semblait avoir soigneusement enfouis, des fragments d'un passé qu'elle n'avait jamais réellement partagé. Lorsqu'Astrid et Victoire se retrouvent enfin seules, loin du regard des autres, l'atmosphère change subtilement. Les échanges deviennent plus prudents, les silences plus lourds. Le souvenir de leur rencontre en colonie de vacances remonte naturellement, comme un point d'ancrage rassurant, mais il ne suffit pas à masquer ce qui se joue réellement. Très vite, il devient évident qu'un élément reste en suspens, un fragment de leur histoire qu'aucune des deux n'a jamais véritablement affronté. Cet été-là, évoqué à demi-mot, apparaît comme un point de rupture, un événement qui a laissé une trace durable sans jamais être nommé. Victoire, consciente du danger que représente ce souvenir, prend l'initiative de poser une limite. Elle demande à Astrid de ne rien dire, de garder ce passé enfoui. Cette demande, formulée avec calme mais sans possibilité de négociation, révèle une peur profonde, presque instinctive. Ce secret, qu'elle n'a jamais partagé avec personne, semble constituer une part essentielle de son équilibre. Astrid, déjà fragilisée par les événements récents, se retrouve face à une nouvelle pression. Elle doit non seulement gérer sa propre peur, mais aussi porter celle de Victoire. Ce double poids crée une tension supplémentaire, un conflit intérieur difficile à résoudre. Dans ce moment suspendu, une évidence commence à s'imposer lentement. Ce qui s'est produit lors de cet été ne relève pas d'un simple souvenir embarrassant ou d'une erreur de jeunesse. Il s'agit d'un événement suffisamment marquant pour avoir été enfoui pendant 2 décennies, et suffisamment dangereux pour que Victoire refuse catégoriquement qu'il refasse surface. Ce secret, longtemps contenu, semble désormais prêt à émerger, porté par les circonstances et les rencontres imprévues. Et sans que personne ne puisse encore en mesurer l'ampleur, il devient clair que son apparition pourrait bouleverser bien plus que le fragile équilibre d'Astrid et de Victoire. Dans le prolongement de cette journée déjà marquée par les révélations et les silences,
Le commissariat reste un point de tension central où les décisions prises commencent à produire leurs premières conséquences. Sarah, bien qu'habituée à naviguer entre les zones d'ombre des affaires criminelles, ressent une forme de frustration inhabituelle face à la décision d'Astrid. L'enquête avançait, les éléments se structuraient, et pour la première fois depuis le début, une cohérence apparaissait clairement. Pourtant, au moment précis où la vérité semblait accessible, tout menace de s'effondrer sous le poids d'un choix dicté par la peur. Elle prend le temps de revoir chaque détail, chaque déclaration, comme pour s'assurer qu'aucune erreur ne s'est glissée dans son raisonnement. Le portrait robot, les échanges avec Tony, les publications sur les réseaux sociaux, tout converge vers une même figure. Gauthier n'est plus une hypothèse, mais une réalité tangible. Et cette réalité, désormais, ne dépend plus seulement de la police, mais aussi de la volonté d'Astrid de continuer ou non. Ce déplacement de responsabilité est difficile à accepter pour Sarah. Elle sait que derrière la procédure se cache une personne en détresse, mais elle ne peut s'empêcher de penser aux conséquences à plus grande échelle. Laisser tomber, c'est peut-être protéger Astrid à court terme, mais c'est aussi prendre le risque de laisser un agresseur libre, prêt à reproduire les mêmes comportements ailleurs. Pendant ce temps, Astrid tente de retrouver un semblant d'équilibre, mais chaque tentative semble vouée à l'échec. De retour chez Chloé, elle s'efforce de reprendre des gestes simples, de s'ancrer dans une routine qui lui échappe. Pourtant, son corps reste tendu, comme s'il anticipait en permanence une menace invisible. La douleur dans son dos, évoquée plus tôt, ne disparaît pas. Elle devient même une sorte de rappel physique constant de ce qu'elle a vécu, une trace qui ne peut être ignorée. Chloé, attentive à ces signes, comprend que la situation dépasse largement le cadre de l'agression récente. Elle perçoit dans les silences d'Astrid, dans ses hésitations, l'écho d'un passé non résolu. Mais elle choisit de ne pas brusquer les choses, consciente que certaines vérités ne peuvent émerger que lorsque la personne concernée est prête à les affronter. Dans un autre registre, la dynamique entre les jeunes continue d'évoluer, apportant une forme de contraste avec la gravité des événements principaux. Le rendez-vous de Sophia devient un sujet de discussion, presque une distraction collective. Ce moment, qui pourrait sembler anodin, révèle pourtant des attentes différentes et des visions opposées des relations. Sophia, en choisissant un homme plus âgé, semble chercher une forme de stabilité, une maturité qui lui donne l'impression d'être prise au sérieux. Ce choix, loin d'être purement impulsif, traduit une volonté de s'émanciper, de sortir des schémas habituels. Mais cette décision ne laisse pas les autres indifférents. Marceau, en particulier, ressent une forme de rejet indirect. Son discours, teinté d'assurance, cache en réalité une incompréhension profonde. Il ne parvient pas à concevoir que ce qu'il considère comme des qualités évidentes puisse ne pas suffire. Cette remise en question implicite fragilise son image de lui-même, créant une tension qu'il tente de masquer par des propos bravaches. Ellie, quant à elle, oscille entre amusement et curiosité. Elle observe, analyse, mais ne s'implique pas totalement. Son regard extérieur lui permet de percevoir les contradictions des uns et des autres, sans pour autant chercher à les résoudre. Cette position intermédiaire lui donne une certaine lucidité, mais aussi une distance qui l'empêche de s'exposer. Ces interactions, bien que plus légères, participent à la construction d'un climat général où chacun tente de trouver sa place, de comprendre les règles implicites des relations humaines. Elles offrent un contrepoint nécessaire à la tension qui entoure Astrid, sans pour autant l'effacer complètement. Mais c'est du côté de Victoire que la situation prend une dimension plus troublante. Après sa rencontre avec Astrid, elle ne parvient pas à retrouver une forme de sérénité. Son comportement, en apparence maîtrisé, laisse entrevoir des fissures. Elle repense à cet été, à ce moment précis qu'elle a toujours refusé de nommer, comme si lui donner une existence concrète risquait de tout faire basculer. Ce souvenir, longtemps enfoui, ne se présente pas sous la forme d'un récit clair, mais plutôt comme une succession d'images, de sensations, d'émotions inachevées. Un rire qui s'interrompt brusquement, un regard qui change, un silence trop lourd pour être ignoré. Ces fragments, sans ordre apparent, composent un tableau incomplet mais suffisamment puissant pour provoquer un malaise profond. Victoire comprend que la présence d'Astrid à 7 n'est pas un simple hasard. Elle agit comme un déclencheur, un rappel que le passé ne disparaît jamais complètement. Et plus elle tente de maintenir ce secret, plus elle ressent le besoin de le contrôler, de s'assurer qu'aucun détail ne lui échappe. Cette volonté de contrôle se manifeste dans sa manière d'interagir avec les autres. Elle choisit ses mots avec précision, évite certains sujets, oriente les conversations pour éviter toute dérive. Mais cette vigilance constante a un coût. Elle crée une tension interne qui, à terme, devient difficile à soutenir. De son côté, Astrid ne peut ignorer ce qu'elle a ressenti lors de leur échange.
La demande de Victoire, bien que formulée avec douceur, porte en elle une contrainte implicite. Elle ne lui laisse pas réellement le choix. Garder le silence devient une obligation morale, presque une dette envers une amie retrouvée. Ce conflit intérieur s'ajoute à celui qu'elle vit déjà. Entre la peur de Gauthier, le poids de son passé et maintenant ce secret imposé, Astrid se retrouve dans une position de plus en plus instable. Chaque décision semble entraîner de nouvelles conséquences, rendant toute tentative de simplification impossible. Dans cet enchevêtrement de tensions, un élément devient progressivement évident. Les différentes intrigues ne sont pas aussi indépendantes qu'elles le paraissent. Le passé d'Astrid, le secret de Victoire, l'agression récente, tout semble converger vers un point commun encore invisible. Ce lien, pour l'instant imperceptible, agit comme une force silencieuse, rapprochant des événements qui, en apparence, n'ont rien à voir. Et à mesure que les personnages avancent, chacun avec ses propres motivations, ils se rapprochent sans le savoir d'une vérité qui pourrait bien redéfinir leur relation. La journée s'achève sans véritable résolution, mais avec un sentiment diffus que quelque chose est en train de se préparer. Une tension qui ne se relâche pas, au contraire, elle s'installe, s'ancre, devient presque familière. Et dans ce calme apparent, une certitude commence à émerger lentement. Le passé n'est pas seulement en train de refaire surface. Il est en train de reprendre le contrôle. À mesure que la journée avance, les tensions jusque-là diffuses commencent à se cristalliser, donnant à chaque interaction une densité nouvelle, presque oppressante. Ce qui, quelques heures plus tôt, pouvait encore sembler fragmenté prend désormais une cohérence inquiétante, comme si plusieurs fils invisibles se nouaient lentement autour des mêmes personnages sans qu'ils en aient encore pleinement conscience. Au commissariat, Sarah refuse de considérer l'affaire comme close malgré la décision d'Astrid. Elle connaît trop bien les mécanismes de retrait des victimes pour s'arrêter à une simple déclaration. Dans son esprit, la procédure peut ralentir, mais la réalité des faits demeure intacte. Elle continue donc à creuser, à relire les éléments, à confronter les incohérences, non pas par obstination, mais parce qu'elle sent qu'un point essentiel lui échappe encore. Cette persistance n'est pas seulement professionnelle. Elle est aussi instinctive. Quelque chose dans le comportement d'Astrid, dans sa manière d'éviter certaines réponses, dans ses silences plus que dans ses mots, suggère une histoire incomplète. Comme si l'agression récente n'était que la surface visible d'un problème plus ancien, plus profond, dont les racines restent dissimulées. Pendant ce temps, Astrid tente de s'accrocher à une forme de normalité, mais chaque geste devient une épreuve. La simple idée de sortir, de croiser des regards, de se retrouver dans un espace public, provoque en elle une tension immédiate. Son corps, loin de suivre ses intentions, réagit avant elle, anticipant le danger, refusant de se relâcher. Dans la maison de Chloé, elle se déplace avec prudence, comme si chaque pièce pouvait contenir une menace invisible. Les regards bienveillants qui l'entourent ne suffisent pas à apaiser cette sensation persistante d'insécurité. Elle remercie, elle sourit, mais rien de tout cela ne parvient à atteindre ce noyau de peur qui s'est installé en elle. Chloé, de son côté, commence à percevoir la complexité de la situation avec une acuité grandissante. Elle comprend que le problème ne réside pas uniquement dans ce qui s'est passé récemment, mais dans ce qui a été accumulé, enfoui, jamais réellement traité. Elle observe Astrid avec une attention silencieuse, cherchant les signes qui pourraient l'aider à comprendre sans forcer la parole. Mais Astrid ne parle pas. Ou plutôt, elle choisit ce qu'elle montre, ce qu'elle garde pour elle. Et dans ce tri constant, elle s'épuise peu à peu, tiraillée entre le besoin de se protéger et celui, plus fragile, de ne pas rester seule avec ce qu'elle ressent. Dans un autre espace, plus lumineux en apparence, la rencontre entre Victoire et les autres prend une tournure presque trompeuse. Le groupe se retrouve, échange, partage un moment qui pourrait sembler banal, voire agréable. Victoire s'intègre naturellement, retrouvant des automatismes sociaux, une aisance qu'elle maîtrise parfaitement. Mais derrière cette façade maîtrisée, son esprit reste ailleurs. Chaque rire, chaque regard, chaque mot prononcé est filtré, évalué, ajusté. Elle ne participe pas vraiment, elle gère. Elle s'assure que rien ne déborde, que rien ne trahisse ce qu'elle cherche à dissimuler. La présence d'Astrid dans ce cercle agit comme une tension constante, une variable incontrôlable. Victoire ne peut ignorer le risque que représente leur passé commun, surtout dans un environnement où les liens entre les individus sont étroits, où une information peut circuler rapidement et sans filtre. Elle observe Astrid à distance, cherchant à deviner ce qu'elle pense, ce qu'elle pourrait dire, ce qu'elle pourrait révéler malgré elle. Cette vigilance permanente crée une forme de fatigue mentale, une pression qui ne cesse de croître à mesure que le temps passe. Astrid, de son côté, ressent ce regard, même sans le croiser directement.
Elle perçoit la tension, l'attente, cette sorte de surveillance discrète qui s'installe entre elles. Cela renforce son malaise, ajoutant une couche supplémentaire à une situation déjà difficile à gérer. Ce lien invisible entre elles devient presque palpable, comme un espace chargé d'électricité que personne d'autre ne semble percevoir. Un passé commun, non nommé, mais omniprésent, qui influence chaque interaction, chaque silence. Pendant ce temps, les histoires parallèles continuent de se déployer, apportant des contrastes qui, loin d'alléger l'ensemble, soulignent au contraire la complexité des dynamiques en jeu. Bruno, désormais conscient des conséquences de son comportement, oscille entre l'envie de réparer et la peur d'aggraver la situation. Il mesure peu à peu l'impact de ses actes, mais reste incapable de trouver la manière juste d'intervenir. Swazik, quant à elle, commence à douter de ses propres perceptions. L'absence de réponse claire, les contradictions, les non-dits créent un terrain propice à l'interprétation. Ce qui aurait pu rester un simple jeu de séduction devient une source d'inquiétude plus profonde, révélant à quel point l'incertitude peut altérer la confiance. Chez les plus jeunes, la dynamique autour de Sophia continue d'évoluer, mais elle prend également une dimension plus introspective. Le rendez-vous, au-delà de son aspect romantique, devient une expérience révélatrice. Sophia se confronte à ses propres attentes, à ses projections, à l'écart entre ce qu'elle imaginait et ce qu'elle ressent réellement. Ce décalage, subtil mais réel, l'oblige à reconsidérer certaines certitudes. Ce qu'elle recherchait dans cette relation, cette forme de maturité idéalisée, ne correspond pas nécessairement à ce dont elle a besoin. Cette prise de conscience, encore floue, marque une étape dans son évolution. Mais malgré ces évolutions individuelles, c'est bien la tension entre Astrid et Victoire qui structure désormais l'ensemble. Leur secret, encore intact, agit comme un point de convergence silencieux. Il ne s'exprime pas, mais il influence tout. Victoire, de plus en plus consciente du risque, commence à envisager des scénarios, des conséquences possibles. Elle anticipe, calcule, tente de garder une longueur d'avance sur une situation qui lui échappe progressivement. Cette volonté de maîtrise devient presque obsessionnelle. Astrid, elle, subit davantage qu'elle ne contrôle. Elle avance sans stratégie, guidée par ses émotions, par ses peurs, par une fatigue qui altère sa capacité à décider. Elle sait qu'elle porte quelque chose d'important, mais ne sait pas encore quoi en faire. Dans ce déséquilibre entre celles qui tentent de contrôler et celles qui subissent, une tension inévitable se construit. Elle ne s'exprime pas encore ouvertement, mais elle est là, prête à émerger au moindre faux pas. La fin de journée approche, mais rien ne s'apaise. Au contraire, le calme apparent qui s'installe ressemble davantage à une pause qu'à une résolution. Comme si tout se préparait, lentement, à franchir un seuil. Et dans cet entre-deux, une idée commence à s'imposer, de manière encore floue mais persistante. Ce secret, que Victoire cherche à protéger à tout prix, n'est peut-être pas seulement dangereux pour elle. Il pourrait l'être pour tous ceux qui s'en approchent. La nuit tombe lentement sur Sète, enveloppant la ville d'une obscurité qui semble accentuer tout ce qui n'a pas été dit dans la journée. Les lumières s'allument une à une, dessinant une apparente tranquillité, mais derrière chaque fenêtre, les pensées continuent de s'agiter, incapables de trouver le repos. Pour certains, la fatigue physique suffit à ralentir les émotions. Pour d'autres, au contraire, le silence de la nuit agit comme un amplificateur, rendant chaque doute plus présent, chaque souvenir plus précis. Astrid fait partie de ceux pour qui le calme extérieur ne signifie rien. Installée dans la chambre que Chloé lui a préparée, elle reste longtemps immobile, les yeux ouverts dans la pénombre. Son corps est épuisé, mais son esprit refuse de s'arrêter. Les événements de la journée se rejouent en boucle, chaque détail prenant une importance démesurée. Le visage de Gauthier, les mots de Sarah, le regard d'Audrey, et surtout cette conversation avec Victoire, tout se mélange dans une confusion qui ne lui laisse aucun répit. Ce qui la trouble le plus n'est pas uniquement la peur de son agresseur, mais ce sentiment d'être prise au piège entre deux vérités incompatibles. D'un côté, la nécessité de se protéger, de ne pas provoquer, de disparaître pour éviter d'attirer l'attention. De l'autre, cette impression persistante que fuir ne fera que prolonger ce qu'elle tente d'éviter. Cette contradiction s'installe en elle comme une tension constante, impossible à résoudre dans l'immédiat. Elle repense à Paris, à cette période qu'elle croyait avoir laissée derrière elle. Les souvenirs reviennent sans ordre, fragmentés, mais chargés d'une intensité intacte. Elle revoit les écrans lumineux dans l'obscurité, les messages qui s'accumulaient, cette impression d'être observée même lorsqu'elle était seule. Elle se souvient aussi du moment où elle a décidé de partir, non pas comme un acte de courage, mais comme une fuite nécessaire. Aujourd'hui, cette fuite ne semble plus possible.
Seth, qui devait être un refuge, devient un espace où tout converge. Le passé, le présent, les rencontres, les secrets, rien ne reste à distance. Et dans ce rapprochement forcé, Astrid comprend qu'elle ne pourra pas indéfiniment éviter ce qu'elle refuse d'affronter. Dans une autre partie de la ville, Victoire vit une nuit tout aussi agitée, bien que son agitation prenne une forme différente. Elle ne se laisse pas envahir par le chaos, elle tente au contraire de structurer ses pensées, de garder le contrôle. Mais ce contrôle devient de plus en plus difficile à maintenir à mesure que les souvenirs remontent. Cet été, qu'elle a toujours gardé enfoui, n'est plus une abstraction. Il reprend forme, non pas comme un récit linéaire, mais comme une succession de sensations. Une chaleur écrasante, des rires trop forts, une tension qui s'installe progressivement, presque imperceptiblement au départ. Puis un basculement, un moment précis qu'elle évite encore de nommer, mais qui continue de définir tout ce qui a suivi. Elle s'était convaincue, au fil des années, que ce silence était une forme de protection. Ne pas en parler, c'était empêcher que cela existe pleinement. Mais la présence d'Astrid remet en question cette stratégie. Car Astrid n'est pas seulement un témoin du passé. Elle en est une partie intégrante. Et tant qu'elle est là, ce passé ne peut pas rester complètement enfoui. Victoire se rend compte que sa demande, aussi ferme soit-elle, ne garantit rien. Elle ne peut pas contrôler ce qu'Astrid ressent, ni ce qu'elle décidera de faire. Cette incertitude, qu'elle a toujours cherché à éviter, s'impose désormais à elle comme une réalité incontournable. Pendant ce temps, Sarah continue de travailler, incapable de lâcher l'affaire malgré l'absence de plainte. Elle relit les rapports, recoupe les informations, cherchant un angle qui lui permettrait d'avancer sans dépendre uniquement d'Astrid. Son expérience lui a appris que certaines affaires ne disparaissent pas simplement parce qu'on cesse de les poursuivre officiellement. Elle réfléchit à Gauthier, à son profil, à ses comportements passés. Elle se demande combien de fois il a agi sans être inquiété, combien de victimes ont préféré se taire plutôt que d'affronter la procédure. Cette réflexion renforce sa détermination, même si elle sait que sans coopération directe, ses marges de manœuvre restent limitées. Dans un registre plus intime, les conséquences des petits événements de la journée continuent de se faire sentir. Bruno, seul face à lui-même, prend progressivement conscience de l'ampleur du malentendu qu'il a créé. Ce qui lui semblait léger, presque anodin, a déclenché une peur réelle chez Swazik. Cette prise de conscience, lente mais inévitable, l'oblige à envisager une forme de responsabilité qu'il avait jusqu'ici évitée. Swazik, de son côté, oscille entre doute et intuition. Une part d'elle sent que quelque chose ne colle pas, que l'explication qu'elle s'est construite ne tient pas complètement. Mais en l'absence de réponse claire, elle continue d'explorer différentes hypothèses, chacune apportant son lot d'inquiétude. Chez Sophia, le rendez-vous laisse une impression plus nuancée qu'attendue. L'expérience, loin de correspondre exactement à ses attentes, ouvre un espace de réflexion. Elle réalise que la maturité qu'elle recherchait ne se résume pas à une question d'âge, mais à une forme de connexion qu'elle ne peut pas forcer. Cette prise de conscience, encore fragile, marque un premier pas vers une compréhension plus fine de ses propres besoins. Mais malgré ces évolutions individuelles, c'est bien le lien entre Astrid et Victoire qui continue de structurer l'ensemble. Leur secret, toujours intact, agit comme une présence invisible qui influence chaque décision, chaque hésitation. Il ne s'exprime pas, mais il pèse. À mesure que la nuit avance, une idée commence à s'imposer progressivement dans l'esprit d'Astrid. Elle ne peut plus se contenter de subir. Le silence, qu'elle a longtemps considéré comme une protection, devient une contrainte. Et pour la première fois, une autre possibilité apparaît, encore floue, mais réelle, celle de faire face. Cette idée ne se traduit pas immédiatement en action. Elle reste à l'état de pensée, fragile, hésitante. Mais elle marque un changement. Un déplacement subtil, presque imperceptible, qui pourrait, à terme, modifier l'équilibre de toute la situation. Car si Astrid décide de parler, de ne plus se taire, ce ne sera pas seulement Gauthier qu'elle devra affronter. Ce sera aussi ce passé que Victoire cherche désespérément à enterrer. Et dans cette confrontation potentielle, une vérité se dessine déjà, silencieuse mais inévitable. Certains secrets ne disparaissent jamais vraiment. Ils attendent simplement le moment où quelqu'un trouvera la force de les révéler.